Imaginez ceci, vous êtes entouré de gens qui courent après le succès. D'un côté, vous avez ceux qui jouent franc jeu, qui respectent les règles, qui font preuve d'honnêteté et de bienveillance dans leurs relations. De l'autre, vous avez ceux qui mentent, manipulent, écrasent les autres sans remords pour atteindre leurs objectifs. Maintenant, posez-vous cette question brutale. Qui voyez-vous au sommet? Qui occupe les positions de pouvoir? Qui dirige les entreprises, les gouvernements? Qui influence les masses? La réponse est inconfortable, mais elle est là, sous nos yeux. Ce ne sont pas les gentils qui gagnent. Ce ne sont pas les vertueux qui dominent. Selon Nietzsche, le pouvoir n'est pas une récompense pour la bonté, c'est un prix pour ceux qui osent le prendre. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un bug dans le système, c'est le système lui-même. Pour comprendre cette vérité dérangeante, il faut plonger dans la pensée la plus provocante de l'histoire de la philosophie, celle de Friedrich Nietzsche. Bienvenue dans une exploration sans concession de la nature réelle du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les personnes malveillantes semblent toujours l'emporter et comment cette réalité révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine elle-même. Le monde n'est pas structuré pour élever les vertueux. Cette illusion nous est vendue depuis l'enfance. Sois gentil, respecte les règles et tu seras récompensé. Mais la réalité est tout autre. Le monde est structuré pour servir ceux qui en comprennent les mécanismes et les exploitent sans hésitation. Le pouvoir est un mécanisme, pas une récompense morale. Regardons la politique. Pourquoi les politiciens corrompus prospèrent-ils? Parce qu'ils comprennent le jeu de l'influence. Ils savent comment manipuler le système, comment acheter des votes, comment réduire au silence l'opposition. Pour eux, la moralité est une faiblesse quand l'objectif est la domination. Pendant que les candidats honnêtes perdent leur temps à respecter des règles qui n'existent que dans leur imagination. Les corrompus tissent leur toile, construisent leur réseau et s'emparent du pouvoir. Dans le monde des affaires, c'est la même histoire. Pourquoi les PDG les plus impitoyables dominent-ils les industries? Parce que les affaires sont une guerre, pas de la charité. Les entreprises qui survivent sont celles qui réduisent les effectifs quand c'est nécessaire, qui éliminent la concurrence sans pitié, qui maximisent les profits, même si cela signifie détruire des vies. Les dirigeants qui réussissent ne sont pas ceux qui s'embarrassent de scrupules moraux, mais ceux qui font ce qui doit être fait pour gagner. L'histoire elle-même crie cette réponse. Les dirigeants les plus puissants de l'humanité n'étaient pas les plus éthiques, mais les plus stratégiques. Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, tous ont bâti leurs empires sur la ruse, la violence et la manipulation. Ils n'ont pas conquis le monde en étant gentils. Ils l'ont conquis en étant efficaces. Mais pourquoi cette réalité nous dérange-t-elle autant? Selon Nietzsche, c'est parce que nous avons été conditionnés à croire en une illusion massive, la moralité universelle. Nietzsche a passé sa vie à démolir cette illusion, à révéler la vérité cachée derrière nos systèmes moraux. La moralité, selon Nietzsche, n'est pas une loi universelle gravée dans l'univers. C'est une narration conçue pour maintenir le contrôle. Dans son œuvre révolutionnaire, Par-delà le bien et le mal, Nietzsche expose la moralité comme une tromperie, une illusion, soigneusement élaborée, utilisée par les faibles pour faire honte, contrôler et restreindre les forts. Pensez-y, qui a intérêt à ce que vous soyez gentil, obéissant et respectueux des règles? Ceux qui sont déjà au pouvoir, ceux qui bénéficient du système actuel. La moralité devient alors un outil de contrôle social, une laisse invisible qui maintient les masses dans la soumission. Ce que nous appelons bien et mal ne sont que des constructions sociales conçues pour servir les intérêts de différents groupes. Les faibles créent des systèmes moraux qui diabolisent la force et l'ambition parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser sur ce terrain. Ils transforment leur faiblesse en vertu et la force en vice. C'est un coup de génie psychologique, mais c'est aussi une manipulation à grande échelle. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve un concept révolutionnaire, la volonté de puissance, ou Willensmacht en allemand. Ce n'est pas seulement une idée, c'est la force fondamentale qui anime toute vie, selon Nietzsche. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'être humain ne cherche pas le bonheur comme but ultime. Il ne cherche même pas la survie. Ce qu'il cherche, c'est le pouvoir, la capacité d'imposer sa volonté sur le monde, de façonner la réalité selon sa propre vision. C'est cette soif de pouvoir qui pousse l'humanité vers l'avant, qui crée les civilisations, qui produit les génies
et les tyrans. Cette volonté de puissance ne se manifeste pas seulement dans la domination physique ou politique. Elle s'exprime aussi dans le pouvoir psychologique, intellectuel et créatif. Les plus grands esprits de l'histoire étaient des conquérants de la réalité. Einstein a conquis notre compréhension de l'univers, Beethoven a conquis nos émotions, Michel-Ange a conquis la matière pour créer de l'art éternel. Mais cette volonté de puissance révèle aussi pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent. Ceux qui embrassent cette force naturelle, qui l'acceptent et l'exploitent, deviennent des leaders. Ceux qui la répriment au nom de la moralité restent des suiveurs. Nietzsche distingue deux types de moralité fondamentalement opposés, la moralité de maître et la moralité d'esclave. Cette distinction révèle pourquoi le pouvoir et la vertu semblent si souvent incompatibles. La moralité de maître est celle des forts, des conquérants, des créateurs. Elle valorise la force, l'ambition, le dépassement de soi. Ceux qui vivent selon cette moralité définissent leur propre système de valeurs basé sur l'excellence, la domination et la poursuite de la grandeur. Ils ne demandent pas la permission, ils ne cherchent pas l'approbation. Ils créent leurs propres règles et imposent leur vision du monde. La moralité d'esclave, en revanche, est celle des faibles, des opprimés, des suiveurs. Elle valorise la soumission, l'obéissance, la victimisation. Cette moralité crée des systèmes qui glorifient la souffrance et l'humilité parce que c'est la seule façon pour les faibles de se sentir supérieurs. Elle transforme la faiblesse en vertu et la force en péché. Le christianisme, selon Nietzsche, est l'exemple parfait de cette moralité d'esclave. Il prêche l'humilité, la soumission, l'amour de ses ennemis. Il promet que les derniers seront les premiers, que les faibles hériteront de la terre. C'est une révolution des valeurs orchestrée par ceux qui ne peuvent pas gagner selon les règles naturelles du pouvoir. Mais voici la question cruciale que pose Nietzsche. Voulez-vous vivre selon la moralité qui vous est imposée ou allez-vous créer la vôtre? Voulez-vous être un maître de votre destin ou un esclave de valeurs qui ne vous servent pas? Si nous regardons objectivement ceux qui réussissent, nous découvrons qu'ils partagent certains traits psychologiques spécifiques. Le succès ne favorise pas les plus moraux, il récompense des mentalités particulières. Ces traits constituent la véritable monnaie du pouvoir. Premièrement, l'ambition. Pas une ambition timide ou polie, mais un désir implacable de s'élever. C'est une faim si profonde que rien ne peut la satisfaire, sauf la victoire. Les personnes ambitieuses ne se contentent pas de leur situation actuelle, elles voient toujours plus haut, toujours plus loin. Elles sont prêtes à sacrifier le confort du présent pour la grandeur du futur. Deuxièmement, la capacité de décision. Les gagnants prennent des décisions avec rapidité et confiance. Ils n'attendent pas le moment parfait parce qu'ils savent qu'il n'existe pas. Ils analysent les options disponibles, évaluent les risques et agissent. Pendant que les autres tergiversent, eux avancent. Pendant que les autres cherchent des garanties, eux prennent des risques calculés. Troisièmement, l'audace et l'absence de peur. La peur est ce qui maintient les faibles en place. Elle les paralyse, les empêche de saisir les opportunités, les condamne à la médiocrité. Les puissants, eux, embrassent le risque. Ils voient la peur comme une boussole qui pointe vers ce qu'ils doivent faire. Plus quelque chose les effraie, plus ils savent qu'ils doivent l'affronter. Quatrièmement, la ruse stratégique. C'est peut-être le trait le plus important et le plus mal compris. Il s'agit de savoir quand jouer selon les règles et quand les briser. Les stratèges efficaces retirent de l'émotion de leurs décisions. Ils font ce qui doit être fait, même si c'est inconfortable, même si c'est impopulaire. Ils comprennent que la gentillesse peut être une faiblesse et que la cruauté peut parfois être nécessaire. Ces traits peuvent sembler froids, impitoyables, même répugnants, mais ils sont efficaces. Et dans un monde où l'efficacité détermine qui survit et qui prospère, ils deviennent des avantages évolutifs. Cependant, Nietzsche nous met en garde. La ruse peut garantir l'accès au pouvoir, mais elle ne garantit pas sa conservation. Ceux qui ne maîtrisent pas le pouvoir finissent par le perdre. L'histoire est remplie d'exemples de puissants qui sont tombés par hubris, par excès de confiance, par aveuglement. Jules César était un maître de la stratégie politique. Il a conquis la Gaule, défié le Sénat romain et s'est emparé du pouvoir absolu. Mais son ambition l'a rendu trop puissant, ce qui l'a transformé en cible. Ses propres alliés l'ont assassiné parce qu'ils craignaient sa domination totale. Son pouvoir
l'a détruit. Napoléon Bonaparte a conquis l'Europe par son génie militaire et sa vision politique. Mais le pouvoir l'a aveuglé. Il a surétendu sa portée, défié trop d'ennemis en même temps, et son excès de confiance s'est transformé en arrogance. Sa chute a été aussi spectaculaire que son ascension. Dans le monde moderne, nous voyons la même dynamique. Blockbuster dominait l'industrie de la location de films, mais la direction a sous-estimé l'impact du streaming. Kodak était un géant de la photographie, mais l'entreprise a refusé de s'adapter à l'ère numérique. Ces entreprises sont tombées non pas parce qu'elles manquaient de pouvoir, mais parce qu'elles ont mal géré ce pouvoir. La leçon est claire. Le pouvoir ne tolère pas la stagnation. Il exige une évolution constante, une adaptation permanente. Maîtrisez le pouvoir ou soyez détruit par lui. Il n'y a pas de troisième option. Alors, quelle est la vérité ultime sur le pouvoir, selon Nietzsche? C'est que le vrai pouvoir réside dans l'équilibre et l'adaptation. La ruse seule ne suffit pas. Elle doit être associée à la conscience de soi. La dominance doit être tempérée par la sagesse. Il faut d'abord rejeter la moralité naïve qui nous aveugle sur la nature réelle du monde. Cela ne signifie pas devenir un monstre sans conscience. Cela signifie voir à travers l'illusion, comprendre que les règles morales ne sont pas des lois universelles, mais des outils qui peuvent servir ou desservir nos objectifs. Ensuite, il faut développer les traits qui mènent au pouvoir. Ambition, confiance, capacité de décision, ruse stratégique. Ces qualités ne sont pas innées. Elles peuvent être cultivées, développées, perfectionnées. Les gens suivent ceux qui rayonnent le pouvoir, pas ceux qui le mendient. Il faut aussi rester stratégique en permanence. Le pouvoir ne consiste pas seulement à écraser les autres, mais à comprendre l'importance des alliances, de la stratégie et du timing. Les émotions ne doivent jamais dicter les actions. Chaque décision doit être calculée, chaque mouvement doit servir un objectif plus grand. Enfin, et c'est crucial, il faut s'adapter et évoluer constamment. C'est la clé de la survie à long terme. La rigidité est la mort du pouvoir. Les plus forts ne sont pas nécessairement les plus impitoyables, mais ceux qui apprennent, s'adaptent et endurent. Ils comprennent que le pouvoir est un processus dynamique, pas un état statique. Le pouvoir n'a pas à corrompre. Le succès n'a pas à détruire. La véritable force réside dans la maîtrise simultanée de la ruse et de la moralité, dans la capacité de naviguer entre ces deux pôles, sans être esclave de l'un ou de l'autre. En fin de compte, le pouvoir, selon Nietzsche, n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil, une force de la nature, une arme. Comme tout outil, sa valeur dépend de celui qui l'utilise et de la façon dont il l'utilise. Un couteau peut servir à couper du pain ou à tuer. Le feu peut réchauffer ou détruire. Le pouvoir peut libérer ou asservir. La question n'est donc pas de savoir si le pouvoir est moral ou immoral. La question est de savoir si vous allez le maîtriser ou le laisser vous maîtriser. Allez-vous subir le monde tel qu'il est ou allez-vous le façonner selon votre vision? Allez-vous rester un esclave de la moralité imposée par d'autres ou allez-vous créer vos propres valeurs? Nietzsche nous a montré que nous avons le choix. Nous pouvons accepter la vérité inconfortable sur la nature du pouvoir et apprendre à naviguer dans ce monde tel qu'il est réellement, ou nous pouvons continuer à vivre dans l'illusion que la gentillesse et la vertu seront automatiquement récompensées. Mais souvenez-vous, le monde n'attend pas votre permission pour être ce qu'il est. Il continuera à récompenser ceux qui comprennent ses règles réelles, pas celles qu'on nous enseigne dans les livres de morale. La seule question qui reste est « ferez-vous partie de ceux qui subissent ou de ceux qui agissent ?» Si cette exploration de la pensée de Nietzsche vous a interpellé, si elle a remis en question vos certitudes sur le pouvoir et la moralité, alors partagez cette vidéo avec ceux qui osent regarder la réalité en face. Abonnez-vous pour plus de contenu qui dérange et qui révèle les vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, la moralité est-elle une faiblesse dans le monde d'aujourd'hui ou un véritable pouvoir peut-il exister sans cruauté? Cette question divise les philosophes depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est à vous de donner votre réponse.